Bien, donc moi je travaille habituellement sur l'autonomie, ce qui n'est pas du tout la même chose que l'autoconsommation. Voilà. Donc je voudrais simplement rappeler quelques petites propriétés, un petit peu, c'est un peu casse-pied quoi, de la physique appliquée. Donc déjà rappeler ce qu'est un réseau électrique. Le réseau électrique, c'est du 50 Hz en alternatif. Et ce réseau est régi par une équation qui malheureusement est absolument incontournable, c'est que la quantité de la puissance injectée, plus exactement, la puissance injectée doit être rigoureusement la même, doit être égale à la puissance prélevée. Et il n'est pas possible de contourner cette chose, sinon le réseau s'effondre. Les Italiens en ont fait l'expérience il y a quelques années avec simplement un arc électrique sur la liaison entre la Suisse et l'Italie, et ils ont mis 3 jours à récupérer l'électricité sur l'Italie entière. Donc, vaut mieux éviter ce genre de problème. Donc, ça a aussi une conséquence, le fait que ça soit une égalité, c'est une égalité en puissance. La puissance, enfin, l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps, c'est W égale PT. Donc, ça veut dire que lorsque l'on est en puissance, c'est de l'instantané, c'est du temps réel. Donc, il est rigoureusement impossible, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, de stocker quoi que ce soit sur un réseau électrique. Le stockage sur le réseau est rigoureusement impossible. Bon, ça, c'est la première chose sur le réseau. Comment trouver les informations? Eh bien, là, vous avez une diapo qui est affichée, qui est un exemple hein, du site de RTE qui s'appelle Eco 2 Mix, qui nous permet d'avoir l'accès à la consommation en temps réel de la France, accès aussi aux productions et consommations régionales. Et donc, on a les différentes sources de fournitures qui sont présentées à l'écran. C'est une source vraiment très très importante puisqu'on a des années d'archives et le temps de base pour l'instant c'est le quart d'heure. Donc on a vraiment de quoi faire un travail remarquable avec ce site. Bon, j'insiste pas plus longtemps sur cette partie-là. La deuxième partie, c'est le solaire. Le solaire, bah, la première chose à faire, c'est déjà de voir le soleil lui-même. Voilà, la diapo va arriver, c'est pas grave. Bon, donc les panneaux photovoltaïques qui convertissent de flux lumineux solaire en électricité courant continu cette fois-ci et non pas courant alternatif comme le réseau, ce qui pose problème bien entendu, il faut gérer entre les deux. Voilà. Et après, il y a l'orientation des panneaux. Quand on pose la question à la cantonade comme ça, où se lève le soleil, où se couche le soleil, la réponse, vous l'avez à chaque fois, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. C'est vrai 2 jours par an à l'équinoxe. En été, il ne se couche pas du tout à l'est, et il ne se lève pas du tout à l'est, il ne se couche pas du tout à l'ouest. C'est vraiment le nord-est et le nord-ouest. Et en hiver, c'est le contraire, c'est le sud-est et le sud-ouest. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a beaucoup plus de temps d'ensoleillement l'été, voilà. Et c'est là qu'en regardant sur Ecodomix, on va comprendre que quand on nous dit que les panneaux solaires, ça marche à la lumière, oui, mais regardez 1 heure après le lever du soleil en été, un jour où il fait beau, vous allez voir que la puissance n'a rien à voir avec la puissance qui est disponible en plein milieu de journée à 2 heures de l'après-midi, c'est-à-dire à midi solaire pour la région, en été. Voilà. Donc ça marche juridiquement, matériellement, ça fournit pas grand-chose à la lumière. Surtout quand la lumière est très sombre, un temps de neige en hiver, c'est quasiment zéro. Voilà. Donc, deuxième chose, c'est la hauteur du soleil. Tout le monde nous dit qu'à midi, il est au zénith, c'est vrai sous l'équateur, mais ici, ce n'est pas tout à fait le cas. En été, il est à 64 degrés et en hiver, il n'est qu'à 18 degrés à midi. Ce qui veut dire que si on oriente ces panneaux pour avoir le maximum, c'est-à-dire la courbe rouge que vous voyez en bas, les panneaux se enroulent à l'attitude du lieu, hein, c'est pas très critique quand même, mais ça veut dire qu'en hiver, vous avez 4 fois moins d'énergie que si vous les orientez en position presque verticale, l'optimum étant 11 degrés par rapport à la verticale, où vous avez environ 4 fois plus d'énergie en hiver, à une période où vraiment le réseau a besoin d'électricité. Donc, ça amène à se poser la question qui dérange beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait en installant ces panneaux solaires? Est-ce qu'on fait du fric, pardon, du PIB, ou est-ce que l'on cherche à rendre service au réseau pour minimiser l'impact des constructions sur le réseau? Voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à dire pour rentrer. Je pose une question qui devrait nécessiter un grand débat, mais on n'a pas le temps de le faire. Donc, je passe la parole à nos intervenants de ce soir. Hop. Alors, du coup, je vais prendre le partage d'écran. Hop.
Euh, Normalement, on est bon. Vous voyez dans la salle le partage? Oui, Super. Tout oui, d'abord, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est donc Cédric Gélineau. Donc, je suis le fondateur de Viria, qui est une société qui travaille entre autres dans l'accompagnement des porteurs de projets sur leurs projets d'installation solaire photovoltaïque et plus particulièrement sur la mise en place de boucles d'autoconsommation collective et également pour être personne morale organisatrice mutualisée. On va expliquer tout ça dans la suite, hein, il n'y a pas il y a pas de souci. Je suis également membre de COAT, donc je fais partie du comité de pilotage de COAT. Je vois dans les noms qui s'affichent que j'ai des copains qui sont là. Donc Coat, c'est une société par action simplifiée c'est une boîte à outils en quelque sorte qui permet à des projets citoyens de financer leurs projets et surtout de pouvoir porter financièrement les projets puisque souvent les associations, c'est souvent des associations qui démarrent les projets, mais l'association n'est pas le bon véhicule pour pouvoir faire du financier. Donc du coup, on a cette boîte à outils qui est une société qu'on a en commun avec 900 actionnaires. Avec aujourd'hui, on a près de 500 kilos, je crois, de photovoltaïque installés. Mais voilà, donc je vous encourage à aller sur coat.fr pour avoir plus de détails. Aujourd'hui, on est là pour parler d'autoconsommation, autoconsommation collective. Mais avant, je vais faire un petit récapitulatif des différents. Pardon, j'avais pas cliqué, donc c'est pour ça que la slide ne passait pas. Des différents modèles de production. Il y a Monsieur Busson qui va nous faire un retour d'expérience par rapport à son installation photovoltaïque en autoconsommation individuelle. Et puis, je reprendrai la main pour parler de qu'est-ce que l'autoconsommation collective, donc la définition, un petit peu le cadre légal, le rôle des différents acteurs qui interviennent dans le cadre d'une boucle d'autoconsommation collective et puis un petit retour d'expérience qui nous permettra de voir les différentes étapes d'un projet d'autoconsommation collective. Alors, tout d'abord, les différents modèles de production, puisque on a donc différentes façons de raccorder son installation photovoltaïque. Il y a tout d'abord l'historique, hein. Depuis 2005, on a la possibilité de produire de l'énergie sur son toit et de la revendre sur le réseau. C'est ce qu'on appelle donc l'injection en totalité. L'injection en totalité, donc c'est mettre en place, donc comme l'a dit la personne tout à l'heure, des panneaux solaires photovoltaïques qui vont produire une énergie qui est un courant continu, qui va être transmis à un onduleur qui va le transformer en courant alternatif pour qu'il soit exploitable sur le réseau public de distribution ou tout simplement par vos appareils électroménagers à l'intérieur de l'habitation. Alors, dans le cadre de ce raccordement, la production, le compteur de production est séparé de la partie consommation. Vous avez donc deux compteurs dans ce cadre-là. Le compteur que vous aviez que tout le monde a, hein, qui permet de compter l'énergie qui vient du réseau et que vous consommez, et puis un compteur qui va compter les électrons qui sortent de votre installation photovoltaïque pour aller sur le réseau. Électriquement parlant, c'est complètement séparé. Il n'y a pas de lien entre les deux. Euh,
Et à côté de ça, depuis donc 2017, on a la possibilité d'avoir de l'autoconsommation individuelle. Donc ça veut dire qu'on va avoir toujours pareil des panneaux photovoltaïques qui produisent du courant continu qui va être transformé par un onduleur pour être exploitable après. Mais là, du coup, on va venir se raccorder directement au niveau du compteur de consommation pour pouvoir bénéficier de cette énergie. Alors, il n'y a pas d'appareil supplémentaire à rajouter, des choses qui permettraient de router l'énergie vers la maison ou vers le réseau en fonction des besoins. Tout est directement branché l'un à côté, enfin l'un avec l'autre, et l'électron étant assez feignant, il va toujours du producteur vers le consommateur le plus proche. Lorsque vous avez des panneaux solaires sur votre toit, le consommateur le plus proche, ben, c'est la machine à laver qui est juste en dessous. Donc, c'est la petite flèche orange, il va aller directement à la machine à laver sans passer par votre compteur, il ne sera pas décompté. Donc, vous allez permettre ainsi, ben, sur votre production, de couvrir votre consommation à l'instant T. Mais si vous avez une production en surplus, vous pouvez tout de même revendre cette énergie sur le réseau à des tarifs qui sont définis par l'État. Euh, Justement, sur cet aspect-là, lorsque vous avez donc sur l'ensemble de votre production, vous allez donc envoyer une partie qui va couvrir une partie de vos consommations, le restant étant fourni par le réseau, comme je vous disais, donc c'est ce qu'on appelle l'énergie à l'eau consommée ou à l'eau produite, hein, ça dépend du sens de quel point de vue on se place. Le fait de couvrir cette partie-là, c'est là qu'on va, je dirais, le mieux rentabiliser, je dirais, notre électron, puisque plutôt que de l'acheter, ben, on va l'économiser. Les prix qu'on va revendre en surplus, eux, vont être fixes pendant 20 ans. C'est des contrats de 20 ans qu'on va avoir. Mais par contre, on comprend bien que quand on achète cette énergie, dans 20 ans, le prix du kilowattheure ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment sur cette partie-là qu'on va économiser. Et en plus, comme on ne passe pas du tout par le réseau public de distribution, on va pouvoir éviter de payer de la TVA, éviter de payer ce qu'on appelle les taxes d'assises avec c'est toutes les taxes que vous avez en bas de votre facture et qui permettent de financer entre autres Enedis et RTE, les gestionnaires de réseau. Donc, par rapport à ça, vous avez donc pour ces surplus la possibilité de faire un contrat avec EDF, mais pas que. Hein, il n'y a pas que EDF qui est ce qu'on appelle un acteur obligé, donc qui va vous racheter l'énergie et qui est obligé de racheter cette énergie légalement. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que en dessous de 3 kilowatts crête, donc des petites installations, on considère que, étant donné que votre habitation, elle va en consommer une partie, il devrait rester presque plus rien. Et du coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce contrat de rachat. Ils autorisent en dessous de 3 kilowatts de ne pas faire ce contrat. L'énergie sera quand même renvoyée sur le réseau, mais à titre gratuit, et il permettra de couvrir certaines pertes d'Enedis. Il faut savoir que Enedis achète énormément d'énergie également pour pouvoir faire en sorte que tous les appareillages qui permettent les disjoncteurs, tout ce qui va permettre de surveiller le réseau soient alimentés. Donc ça vient uniquement couvrir ces quelques pertes qu'il peut y avoir sur le réseau.
Et du coup, je vais laisser la parole à Monsieur Buisson pour prendre la suite et nous faire un petit retour d'expérience par rapport à son installation. Et puis, bah, je reviendrai juste après pour continuer sur l'autoconsommation collective. Il faut que j'enlève mon partage peut-être pour que tu puisses savoir. Oui, merci. Hop. Hop, à moi d'essayer de partager le bon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, 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 oui. d'accord, très bien. Écoutez, bonsoir, merci de m'accueillir dans cette réunion. Je m'appelle Jean-Yves Busson, j'habite Saint-Saturnin-sur-Loire, près d'Angers. Je ne suis pas un expert de l'énergie, hein, loin de là. Voilà. Mais par contre, je suis très intéressé depuis longtemps par tout ce qui concerne la production d'énergie propre, renouvelable, citoyenne si possible et décentralisée. Et donc, ce dont on parle ce soir s'inscrit bien là-dedans. Euh, pour ma part, je fais partie de Covolt, j'étais un des premiers, je ne me suis pas tellement investi après, mais effectivement, je suis sociétaire, très intéressant. Je fais partie aussi d'associations. Pardon? Oui, il y a Allô? quelqu'un d'autre qui a parlé sur le réseau. C'est pas, Ah, ça vient d'accord, pas de très la bien. salle. Oui, non, très rapidement, voilà, pour situer, j'ai voilà, un fort intérêt pour toutes ces structures citoyennes qui se développent dans les régions. Euh, et c'est notamment grâce à l'une d'elles que j'ai eu connaissance d'un projet, et en l'occurrence, c'était Énergie citoyenne en Pays de Vilaine. Et donc, j'avais eu en main une plaquette de cette association qui parlait en fait d'un partenariat avec une coopérative qui s'appelle SolarCop, qui est basée entre Lyon et Saint-Étienne, une structure citoyenne elle aussi, hein, dans sa gouvernance, et qui développait un système de kit photovoltaïque pour une autoconsommation directe sans contrat en fait, hein. Et donc voilà, c'est un peu là-dessus que je souhaitais vous illustrer le propos ce soir. Et c'est plus dans une démarche, je dirais, de développement local et presque d'éducation populaire autour de l'énergie, de la sobriété, de comment on peut devenir aussi acteur de cette dynamique sans être forcément un grand connaisseur ou quelqu'un de très argenté. Et c'est, je trouve, un des intérêts principaux de ce système. Voilà, je vais passer rapidement des slides parce que je pense que le public qui est là ce soir, il connaît pas mal de choses et on va essayer d'être assez rapide. Les principes techniques sont simples, hein, on va aller assez vite dessus. Voilà, tout a démarré en fait en mars pour moi, mars 2023, par une réunion d'information où j'ai présenté ce que je vais vous présenter ce soir et ce qui a permis de créer ensuite un groupement d'achat spécifique autour de ces kits, un premier groupement qui a vu le jour donc au printemps dernier. Et on est en train de commencer un second groupement actuellement dans la même région parce qu'il y a voilà, des gens qui se sont intéressés à la chose. Après ce petit préambule, voilà, donc le principe de fonctionnement, bah, c'est ce que vient de dire Cédric, donc je vais pas m'étendre, hein, c'est exactement euh, celui de l'électron fainéant dont il parlait, euh, qui va sortir de ces panneaux passant par un micro-onduleur qui va le mettre en courant alternatif et qui va aller alimenter voilà, les installations de la maison. Et donc, c'est des installations, là, en l'occurrence en photovoltaïque, qui sont petites, hein, entre 1 et 4 modules, panneaux, euh, et qui donc vont être orientés, vont être positionnés, on le verra après, soit au sol, soit en aérien, sur une toiture, en marquise, éventuellement. Et donc là, bah, le principe, effectivement, c'est que on, on va en fait injecter gratuitement sur le réseau ce qui n'aura pas été consommé dans l'instant T dans la maison au moment où il y a du soleil, hein. Donc il y a un premier raisonnement à faire sur bah, comment je ne surdimensionne pas l'installation.
et comment j'apprends à mieux connaître le talon de consommation de ma maison, qui est différente de celle de mon voisin. Et donc, comment j'observe sur mon compteur à différents moments de la journée ou à travers le site Internet et mon compte Linky, comment j'observe ma consommation pour déterminer ce talon qui va me dimensionner mon achat de 1, 2, 3 ou 4 panneaux. Ça ne va pas au-delà. Après, on fait appel à un professionnel. Un petit schéma là, qui illustre ça. On a en vert la courbe de production d'un panneau et en rouge celle de 2 panneaux. Et puis en noir, on voit apparaître des pics, mais aussi ce fameux talon de consommation. Donc ces petites installations ne vont surtout pas concerner les pics, hein, voilà. Mais par contre, on voit que la production d'un panneau, elle va être quasiment à 100% autoconsommée dans ce cas-là. Et puis celle à 2 panneaux, ben, on va quand même avoir des moments où le talon de consommation dans la journée est inférieur à la production d'une belle journée ensoleillée. Euh, voilà, donc ça, c'est donné au réseau. Normalement, on ne devrait pas, hein, théoriquement, injecter. On signe, quand on s'inscrit, puisqu'il y a une petite démarche à faire auprès d'Enedis, on dit qu'on ne va rien injecter sur le réseau. Mais bon, je crois qu'il y a une tolérance, comme le disait Cédric tout à l'heure, une tolérance bien comprise et intérêt bien compris, puisque c'est quand même assez disséminé, qu'il n'y a pas de risque. Il y a une sécurité qui fait que si le réseau était coupé, le micro-onduleur se coupe aussi. Donc voilà, pour les interventions sur le réseau, ce n'est pas un problème. Quelques exemples ici, on passe rapidement, vous connaissez tous bien ça, mais c'est justement pour faire prendre conscience à des gens qui ne connaissent pas beaucoup tout ça, que ce qui va être intéressant à observer, c'est toutes les petites consommations, en fait, tous les appareils qui vont avoir une consommation très, très durable, comme les VMC par exemple, la Livebox, ou alors des consommations temporaires mais de faible puissance demandée. Et donc, voilà un peu ce qui peut être pris en compte dans ce talon. Et un des jeux d'ailleurs de cette démarche, c'est de déplacer après. C'est de non plus essayer de faire consommer du courant la nuit par une consommation, voilà, une énergie qui a été produite de manière non renouvelable, sale et centralisée, mais plutôt d'essayer de déplacer en journée quand il fait beau, hein, sa charge de vélo électrique, sa machine à laver, son lave-vaisselle, voilà, et ainsi de suite. C'est un très bon moyen pédagogique de réfléchir à sa propre consommation. Et un des intérêts, moi j'ai vu en animant maintenant 2 ou 3 réunions publiques où il y avait beaucoup de monde à chaque fois, pour nos petits coins, 50, 60 personnes, c'est bien. On voit apparaître dans ces réunions-là des gens qui sont très peu dans nos cercles habituels, hein. On connaît tout ça, la fréquentation par un 80% de gens qu'on connaît déjà, voire un 90%. Là, ce n'était pas le cas du tout. C'est vraiment un support qui permet d'attirer des gens euh, nouveaux, entre guillemets, sur la problématique écologique. Et je trouve que c'est vraiment important à notre époque. Il faut aider tout le monde à passer à l'action autour de cette transition écologique. Un petit slide pour parler des supports. On a en gros 2 types de supports. Un au sol, qui peut être en bois ou en aluminium, qui est livré avec le kit. Et puis un en support toiture. Alors ça peut être toiture tuile, ardoise. Il y a une adaptation par SolarCop des modalités de fixation en fonction du support qui va être présent sous l'installation. Alors je parle un peu comme un commercial de SolarCop. Je tiens à préciser que je suis totalement bénévole dans cette démarche, hein. J'ai pas, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. En type de pose, ils ont pas mal amélioré depuis le premier groupement qu'on a fait. Là, en 6-7 mois, il y a eu pas mal de changements sur leur capacité à s'adapter. Et ça, je reprends un peu là l'idée qui était évoquée tout à l'heure d'une meilleure production de l'hiver. On voit là qu'ils ont proposé maintenant un système où, bon, j'ai pris ici l'exemple pour 2 panneaux, hein, on pourrait trouver sur leur site pour 1, 3 ou 4. Mais pour 2 panneaux, on a ici un système qui permet de se mettre en est-ouest et du coup d'être moins productif à midi, sans doute,
ou à 2 heures, mais de commencer plus tôt et de finir plus tard. Et donc d'avoir une forme de maximisation de la période d'autoconsommation. Et on se rapproche, je pense, encore mieux du talent avec ça. Voilà. Au sol, ça peut être paysage ou portrait. Même chose sur en toiture. Et puis, il propose maintenant des supports en marquise, ce qui n'était pas le cas il y a 7 mois. Donc, ça peut faire voilà, au-dessus d'une porte ou autre. On peut générer en plus une étanchéité avec les panneaux. Grande simplicité hein, de branchement, c'est un trou de 12 mm à faire pour rentrer dans la maison ou un accès à une prise étanche à l'extérieur. Et puis on vient se brancher sur une simple prise de la maison. On intercale un petit wattmètre qui permet de contrôler un petit peu sa production. C'est toujours intéressant, en instantané et en kilowattheure cumulé. Voilà, donc une fabrication française pour les panneaux. 425 watts, on était à 375 il y a 7 mois. Donc les gens du deuxième groupement seront quelque part mieux servis. Quelques notions des démarches à entreprendre, il y en a très peu, sauf quand on est dans une zone régie de main de fer par les architectes des bâtiments de France. Donc là, on a bon courage, on va dire. Chez nous, en Maine-et-Loire, en ce moment, c'est une catastrophe. Il y a une déclaration à faire en autoconsommation chez Enedis et puis à son assurance. Et éventuellement une déclaration à l'urbanisme quand même auprès de sa mairie. Quelques notions de production. Donc on est dans la zone 2, là je vais passer rapidement, c'est des choses que vous connaissez. Hein. Avec 2 panneaux, alors là on parlait de panneaux de 375 watts, on est sur une espérance entre guillemets de production de 690 à 800 kWh. Là maintenant avec les nouveaux panneaux, on va plutôt être entre 750 et 900, je pense. Voilà, et ça se confirme. Moi, j'avais acheté un kit en plus de mes 2 toitures là, en vente directe. Le kit que j'ai installé il y a 7 mois est rendu à 600 kWh, donc on devrait être dans les clous. Hop. Pourquoi produire de l'électricité chez soi? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Quelque part, c'est rentrer dans une démarche citoyenne pour participer à un effort collectif hein, de production d'énergie électrique propre et décentralisée. On rappelle, c'est important de le faire auprès des gens voilà, qui ont beaucoup d'a priori d'idées reçues sur le photovoltaïque, bah, qu'il n'y a pas de problématique majeure de recyclage et qu'en plus, c'est des outils qui servent 30, 40 ans. Et donc, c'est beaucoup moins problématique que beaucoup d'appareils. C'est de pouvoir se dire, bah, c'est important de produire de l'électricité renouvelable, mais c'est important aussi de dépenser le moins possible d'électricité, en fait, hein, et de réfléchir à sa consommation. Voilà, une petite diapo pour montrer un atelier qu'on avait fait avec les membres du premier groupement. Hein. Il y a eu 25 membres dans ce groupement. Il y a eu à peu près 100 mètres carrés de panneaux d'installer. Alors, c'est modeste, hein, mais quelque part, c'est le côté pédagogique qui est intéressant. On le disait tout à l'heure. Et puis, c'est des petites graines qui se sèment. Ça fait beaucoup causer. Voilà, comme je vous le disais, un second groupement est en cours de. Hop. Et puis, bah, pourquoi, avec qui et pourquoi SolarCop? Il y a une offre, je dirais pas pléthorique, mais quand même conséquente de ce type de kit sur le marché. On voit que si vous avez la curiosité d'aller voir ce qui est proposé, en termes de publicité, on voit des choses ahurissantes. Et donc, j'avais trouvé très intéressante via Énergie Citoyenne en Pays de Vilaine là, le travail, le partenariat avec une SCIC, une société coopérative qui soit citoyenne, qui a des principes d'action très clairs, très vertueux, je trouve, qui sont énoncés sur son site. Ça s'est confirmé dans le dialogue technique et puis commercial qu'on a pu avoir avec eux lors du premier rachat groupé.
Donc voilà, c'est des gens qui, je pense, méritent d'être soutenus. Et en deux mots, le pourquoi de cette opération chez eux, en fait, ça vient en complément d'un premier métier qui était le fait de produire des études indépendantes pour l'installation de toitures photovoltaïques sous contrat, cette fois, face au désarroi des gens qui étaient malmenés, maltraités par les voyous qui écument ce secteur. Et donc, il y avait vraiment une volonté d'apporter une information indépendante sur les études photovoltaïques qui permettait éventuellement de passer à l'action après. Et donc, leur modèle économique est basé sur un apport d'affaires rétribué par des installateurs qu'ils ont eux-mêmes sélectionnés pour la qualité du travail et leur prix. Et donc, ce premier métier d'aide à l'installation de toitures s'est vu complété par cette deuxième activité autour des kits qui se développe plutôt pas mal. Il y avait un petit tableau que j'ai passé rapidement sur l'intérêt économique. On pourrait y revenir dans les questions si jamais il y avait besoin. Je pourrais revenir dessus sur entre guillemets, la rentabilité au-delà du geste écologique. Voilà, pour ma part, j'ai fait le tour de mes diapos. Je redonne la parole à Cédric. Ok, hop, je vais reprendre le partage. Alors, donc on a vu les deux modèles qui étaient possibles. On va parler maintenant de l'autoconsommation collective. Et il faut bien comprendre que l'autoconsommation collective, on en entend assez parler en ce moment, ce n'est pas un troisième modèle, c'est plus une option aux deux modèles que j'ai évoqués tout à l'heure et qu'on a vu également avec Monsieur Busson. C'est de se dire, ben, on va revendre donc soit notre production complète sur le réseau ou nos surplus de production sur le réseau. Mais est-ce qu'on n'a pas une meilleure façon de valoriser cette énergie qui est propre, locale, que de le mélanger avec une énergie qui est nucléarisée ou qui vient d'énergie fossile en tout cas. Et l'idée, c'est de se dire, on peut peut-être la partager avec nos voisins, entre guillemets, au travers d'une communauté et d'utiliser donc le réseau public de distribution pour faire circuler ces électrons. Alors, une opération d'autoconsommation collective donc, consiste à mettre en relation donc, des producteurs d'énergie solaire photovoltaïque, mais pas que, toute énergie, toute toute énergie renouvelable, désireux de mieux valoriser donc, ces surplus d'énergie avec des consommateurs désirant consommer une énergie propre et locale. Il s'associe donc autour d'une opération d'autoconsommation collective afin de permettre de prendre une partie des surplus, les envoyer sur le réseau, les envoyer dans une communauté énergétique, entre guillemets, au travers le réseau, pour permettre aux consommateurs d'en bénéficier, de couvrir une partie de ses besoins. Une boucle d'autoconsommation collective est régie par quelques règles. C'est pas hyper contraint, mais il y a quand même quelques limites. Tout d'abord, une limite géographique. Donc, la loi stipule qu'il y a deux types d'autoconsommation collective. Il y a ce qu'ils appellent l'autoconsommation collective simple et étendue. Moi, je parle souvent que d'autoconsommation collective parce que je rassemble les deux, mais vous entendrez les deux termes. Donc, l'autoconsommation collective simple, c'est au sein d'un même bâtiment, c'est-à-dire une même copropriété, on va dire. Il va utiliser ce qu'on appelle la colonne montante, donc les câbles qui sont dans la cage d'escalier qui permet de distribuer l'énergie sur chaque compteur qu'il y aura dans chaque logement. Et l'étendue permet d'aller plus loin et d'aller jusqu'à 2 km.
mais 2 km, c'est 2 km au maximum entre chaque participant. Ça revient à poser un cercle d'un rayon 1 km où on place le centre où on veut. C'est pas le producteur hein, qui va être au centre. On le place comme on veut. Ce qui compte, c'est que tous les participants soient dans ce cercle. Donc, et ils seront tous éloignés au maximum de 2 km. On a la possibilité depuis octobre ou novembre, je ne sais plus exactement la date exacte, hein, d'avoir une dérogation. La dérogation existait un petit avant, mais a été clarifiée dernièrement pour pouvoir passer donc d'un périmètre de 2 km à 10 km, voire même 20 km, sous certaines conditions. Donc, ces conditions, c'est en fonction d'une grille INSEE qui détermine, en fin de compte, le nombre d'habitants qu'il y a dans différentes zones et qui les classe en 7 catégories que vous avez là. Je ne vais pas les citer, hein, mais et qui nous permet de savoir ben, est-ce que on peut ou non être dans une dérogation à 10 km ou dans une dérogation à 20 km. On se doute bien qu'en plein cœur de Nantes, on n'aura pas les dérogations à 20 km, alors que peut-être qu'en pleine campagne, on pourra demander cette dérogation. C'est jusqu'à 20 km, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de demander 20 km, on peut demander 15 km si jamais ben, on risque de rentrer sur un grand centre urbain si on est en plus, quoi. Donc, on demande en nombre de kilomètres cette dérogation. On a également donc une limite technique puisque la puissance maximale par opération ne doit pas excéder donc les 3 mégawatts crête au niveau production. Il n'y a pas de limite au niveau consommation, c'est-à-dire qu'on peut mettre des très gros consommateurs sur cette boucle, ça ne pose pas de problème. Donc, mais les deux choses, donc la limite des 2 km et la limite des 3 mégawatts crête, ne sont pas inscrits dans la loi. C'est un décret, donc à tout moment, il peut être changé. Il y a des bruits de couloir qui traînent depuis quelques mois, qu'on entend, qui stipulent qu'on pourrait passer de 4 ou 5 km et monter à 5 mégawatts crête. Mais pour le moment, on est toujours en attente sur ces éléments-là. Les participants donc doivent faire partie du même gestionnaire du réseau de distribution. Donc clairement, par exemple, nous dans notre région, on a les Deux-Sèvres où c'est pas Enedis qui gère le réseau, c'est une autre instance. Vous ne pourrez pas être à cheval sur les deux GRD, donc les deux gestionnaires. Il faut faire partie du même gestionnaire de distribution. Enedis couvre 95% du territoire, donc ce problème-là est assez faible, mais dans notre région, on l'a avec les Deux-Sèvres. Donc, d'être en limite, il faudra faire attention. Et puis, une dernière limite, c'est la limite d'adhésion. Chaque participant ne peut adhérer qu'à une seule opération d'autoconsommation collective. Si jamais il y avait deux opérations qui se chevauchaient, hein, ce qui est tout à fait possible aussi, les participants devront faire un choix et ne pourront adhérer qu'à une des deux. On va maintenant aborder un petit peu les différents acteurs qu'on a donc dans une opération. Tout d'abord, on a l'autoconsommateur. Il a l'obligation, à partir du moment où il conventionne dans une boucle, de prioriser ses consommations à l'instant T sur la boucle d'autoconsommation. C'est-à-dire que la boucle d'autoconsommation fournira toujours de l'énergie s'il y en a disponible en priorité par rapport à son fournisseur d'énergie qui lui, doit rester en place. Les producteurs ou autoproducteurs, hein, suivant
les deux modèles. Lui, il a pareil l'obligation donc de fournir en priorité l'énergie sur la boucle d'autoconsommation collective. Pardon. Et puis, il va devoir également donc souscrire un contrat avec un contrat pour la revente de ses éventuels surplus. Ce contrat va lui permettre d'avoir ce qu'on appelle le responsable d'équilibre. Donc, c'est en gros, qu'est-ce qu'on fait de ces électrons qui vont arriver sur le réseau? Comme il a été dit en introduction, il faut que la production nationale corresponde à la consommation nationale. Donc, si quelqu'un injecte de l'énergie, il faut qu'il soit prévu que cette énergie arrive et il faut lui trouver un consommateur à l'autre bout, dans tous les cas. Donc, c'est le responsable d'équilibre qui se charge de ça. Donc, le responsable d'équilibre, on l'a à travers ce contrat avec un fournisseur d'énergie qui va vous racheter cette énergie. Les deux, donc les consommateurs adhérents et les producteurs adhérents vont conventionner donc avec une personne morale organisatrice, donc la PMO, hein, comme on dit plus couramment. Qui, elle, va se charger de gérer la boucle d'autoconsommation collective. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, par contre, j'ai une souris, je peux vous montrer hein, quand même. Chaque consommateur devra conserver son contrat avec un fournisseur d'énergie et le producteur devra avoir ses contrats en consommation et en production avec des fournisseurs, un ou plusieurs, puisque c'est pas obligé que ça soit le même en consommation ou en production, avec des fournisseurs d'énergie. La personne morale organisatrice, donc son rôle, donc elle va calculer les clés de répartition. On va expliquer un petit peu plus en détail les modalités des clés de répartition. En gros, c'est comment dans la boucle d'autoconsommation collective, on prend un électron d'un producteur et comment on le répartit en fonction des consommateurs. Elle signe une convention d'autoconsommation avec Enedis et elle est le seul lien avec Enedis. C'est-à-dire que Enedis se retournera vers la PMO, ne se retournera pas vers un consommateur ou un producteur en cas de questionnement et vice-versa. Et puis, elle va gérer aussi les entrées et les sorties des adhérents, puisque à tout moment, un consommateur peut dire non, j'arrête. On ne peut pas contractualiser pour 20 ans sur un contrat de fourniture. Ça, c'est une obligation légale. Ils peuvent entrer et sortir comme ils le souhaitent. Et puis, moi, j'aime bien rajouter toujours que la PMO peut aussi facturer les participants. On comprend bien que quand il n'y a qu'un seul producteur, le producteur peut facturer directement ses consommateurs. Mais dès qu'il va y avoir 2, 3, 4 producteurs sur la boucle, ça veut dire que les consommateurs vont recevoir 2, 3, 4 factures. Au bout d'un moment, ça devient assez compliqué pour tous. Et du coup, la PMO va pouvoir avoir ce rôle de centralisateur pour pouvoir faire en sorte que les flux financiers se passent, mais ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de revendre l'énergie sur une boucle d'autoconsommation collective. Il peut être très bien défini. Non, le prix est à zéro. Et puis, il n'y aura pas de facturation. Et puis, la PMO, toujours dans les choses que moi, de mon regard, hein, je juge, c'est qu'elle a un rôle aussi d'animer la boucle, de faire ressortir
les besoins et puis les décisions aux adhérents, puisque c'est les adhérents qui doivent décider de comment ce qu'ils veulent se répartir, qui va rentrer ou comment on gère la répartition de l'énergie. Et puis, elle fournit aussi un outil pour aider à la décision et puis à l'exploitation de la boucle. Donc, pour bien comprendre, est-ce que sur la boucle, il y a trop d'énergie qui est produite, dans quel cas, ça serait bien de trouver peut-être d'autres consommateurs pour venir équilibrer cela, ou vice-versa. Il y a trop de consommateurs et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir produire de l'énergie supplémentaire sur la boucle? Est-ce qu'on fait rentrer un nouveau producteur ou est-ce que peut-être, je parlais tout à l'heure des projets citoyens, est-ce que collectivement, il peut y avoir un projet qui naît sur le territoire, un projet qui serait financé par l'ensemble des personnes adhérentes et qui permettrait de fournir une partie supplémentaire de l'énergie. La personne morale n'est pas tenue au code de l'énergie. Alors, ce n'est pas un fournisseur d'énergie. Elle n'est pas tenue au code de l'énergie. Ça a une conséquence assez importante puisque le code de l'énergie est quelque chose d'assez lourd en termes de contraintes. Par exemple, dans le code de l'énergie, pour un fournisseur, le fournisseur a l'obligation de vous fournir de l'énergie. Il ne peut pas être en intermittence. Ce qui est justement le cas d'une boucle d'autoconsommation collective où s'il y a de l'énergie, on vous la fournit, s'il n'y en a pas, on vous en fournit pas. Et puis, elle peut être toute personne morale. Ça peut être une association. Quand les producteurs fournissent des électrons à titre gracieux, qu'il n'y a pas de facturation, une association peut suffire. Mais ça peut être une SAS, une SARL, en quelque sorte, toute structure, toute personne morale au sens juridique de la chose. Et donc, elle est tenue d'effectuer des examens préalables, hein, vérifier tout d'abord si l'adhérent se situe bien dans le périmètre légal hein, qu'on a vu tout à l'heure. Pour un nouveau producteur, que la puissance de la centrale photovoltaïque, ça ne dépasse pas les 3 mégawatts crête. Hein. Si on en rajoute un et que ça dépasse, ça va pas aller du tout. Enedis ne nous demande pas ça, ne nous demande pas de le prouver. Mais par contre, s'il y a des contrôles, c'est la personne morale organisatrice qui est responsable. Et puis que le consommateur donc dispose bien d'un contrat en consommation, puisque encore une fois la PMO n'est pas un fournisseur d'énergie. Il lui faut un fournisseur d'énergie qui va lui fournir en dernier recours de l'électricité. Et puis que le producteur dispose bien d'un contrat en injection également qui le lie avec le GRD, c'est-à-dire qu'il a bien fait ces démarches pour prévenir Enedis que il a une installation photovoltaïque sur son toit et que Enedis est bien au courant qu'il y a un site de production sur ce bâtiment. Il a également donc pour mission de recueillir l'accord préalable du ou des consommateurs et du ou des producteurs. Donc bien sûr pour participer à l'opération d'autoconsommation collective, mais aussi pour collecter ce qu'on appelle la courbe de charge, donc qui est finalement votre consommation d'énergie au pas de 30 minutes, puisque on va venir comparer toutes les 30 minutes qu'est-ce qui a été produit d'un côté, qu'est-ce qui a été consommé de l'autre. Et cette courbe, c'est des données personnelles. Donc, il y a le règlement général pour la protection des données que l'Europe a mis en place, qu'on appelle plus couramment le RGPD. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et du coup, la personne morale va devoir récolter l'accord de chacun de vous pour aller chercher ces informations. Et puis, en cas de modification de la clé de répartition, il doit également prévenir tout le monde que la façon dont ça se répartit dans la boucle, ça a changé et que tout le monde soit au courant.
Dans le cas où le site ne serait pas équipé d'un Linky, pour faire simple, ou en tout cas d'un compteur communicant, ben, c'est la PMO qui va demander au GRD l'installation du Linky. Donc, petite note à part, ben, ceux qui ne souhaitent pas avoir de Linky chez eux, il n'y a pas de souci, simplement, ben, ils ne pourront jamais participer à une boucle d'autoconsommation collective puisqu'on a besoin de cette remontée d'informations au pas de 30 minutes que nous permet le Linky. Et puis d'indiquer au GRD donc la répartition de la production, donc de pouvoir indiquer à Enedis comment est-ce qu'on se répartit l'énergie, et puis d'informer avant leur application donc les consommateurs de la valeur des coefficients de répartition, donc comment est-ce qu'on se répartit l'énergie, et les producteurs la façon dont leur surplus va être réparti, puisque s'il y a des surplus, qu'il y a plusieurs producteurs, ben on peut, il n'est pas interdit de favoriser un producteur, la production d'un producteur par rapport à un autre, mais par contre, il faut que les producteurs soient au courant de la façon dont ces surplus seront répartis entre les producteurs. Donc, je disais tout à l'heure, la personne morale organisatrice, elle conventionne avec Enedis et elle va permettre d'établir les clés de répartition. Aujourd'hui, on a trois types de clés de répartition qui existent. On a la clé de répartition fixe, donc ça veut dire en quelque sorte que si on a un producteur et 10 consommateurs, qu'on définit que chaque consommateur va recevoir une part égale, donc 10% de la production, elle sera fixe puisqu'on définit que chacun a 10%. Par contre, si un consommateur, dans ce cas-là, va consommer que 5% et que le restant, il ne va pas le consommer, ça ne sera pas réparti sur les autres consommateurs. Ça sera du surplus pour le producteur. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître assez bien parce qu'on peut ainsi faire quelque chose de juste en définissant pour chaque consommateur sa part. Mais par contre, ça va induire des surplus si chacun ne consomme pas sa part. Pour cela, on a donc deux autres clés. On a la clé dynamique. La clé dynamique, donc là, c'est directement la PMO qui va définir pour chaque pas de 30 minutes comment ça se répartit. Donc là, on va pouvoir, en fonction de la consommation, mieux répartir l'énergie. Et puis, la dynamique par défaut, hein, c'est le terme qu'Enedis utilise pour cela. Là, c'est Enedis qui va calculer la meilleure façon dont on peut se répartir l'énergie entre les consommateurs. Donc, c'est en quelque sorte la dynamique, sauf que c'est Enedis qui la calcule. Ce n'est pas la PMO. Donc, c'est avec ces clés de répartition, une fois qu'on les a transmis à Enedis, Enedis va les prendre et puis va calculer qu'est-ce qui reste à facturer pour le fournisseur d'énergie. Par exemple, déjà, toutes les consommations nocturnes, si on n'a que du solaire dans notre boucle d'autoconsommation collective, on sait que toutes les consommations nocturnes, le fournisseur d'énergie devra les facturer in fine. Donc, c'est Enedis qui, en récupérant ces clés de répartition, va savoir le restant à facturer et va les fournir au fournisseur d'énergie pour que après, sur votre facture, vous ayez, vous, de votre côté, donc la consommation, votre consommation globale, la déduction de la part qui a été consommée dans la boucle d'autoconsommation collective et toutes les taxes. Puisque, en France, on a donc ce qu'on appelle le guichet unique, c'est-à-dire qu'il n'y a que les fournisseurs d'énergie qui collectent les taxes. La PMO ne collectera pas ce qu'on appelle les taxes d'assises.
qui permettent de financer le réseau public de distribution, entre autres, plus les taxes régionales, départementales, etc. Toutes ces taxes seront collectées par le fournisseur d'énergie. Ça ne sera pas la personne morale organisatrice qui va qui va les facturer. La seule taxe que la personne morale organisatrice facturera, ça sera la TVA, puisque bah, ça c'est comme tout produit, on facture la TVA dessus. Euh, donc, une fois qu'on a refait hop, je vais aller plus vite. On aura donc l'autoproducteur, donc son contrat, il aura son contrat d'achat avec le fournisseur d'énergie, un contrat de vente avec le fournisseur obligé, et puis un contrat d'adhésion. Ça peut être juste une convention, hein, ça peut être quelque chose d'assez léger. Si la personne morale organisatrice facture, ça sera un contrat beaucoup plus cadré. Et puis, bah, de même pour le consommateur qui va venir chercher cette énergie, il aura son contrat d'achat classique, hein, avec son fournisseur d'énergie et puis un contrat avec la personne morale organisatrice. Alors, on va juste essayer de reprendre un petit peu les étapes d'un projet en autoconsommation collective. Et pour cela, on va prendre un exemple, hein, d'une boucle d'autoconsommation collective située donc sur le territoire de Mauche Communauté, hein, puisque c'est de là que je viens. Je suis sur Beaupro en Mauge. Euh, on va essayer de voir quelle est la démarche pour pouvoir aller jusqu'à la mise en place d'une boucle d'autoconsommation collective. Donc, la demande de Moche Communauté, hein, par rapport à ça, c'était d'étudier le déploiement d'ombrières photovoltaïques sur des parkings et d'étudier la mise en place d'une opération d'autoconsommation collective. Donc, dans un premier temps, la première chose, c'est de faire un état des lieux. L'état des lieux nous permet déjà de regarder le territoire en question et d'identifier l'endroit où on a notre production, donc voilà, les ombrières, et puis les différents bâtiments qui pourraient être les consommateurs. Donc là, étant donné que Moche Communauté voulait dans un premier temps, pour aller au plus simple, mettre au moins les bâtiments qu'il avait en sa possession. Donc il avait sur ce territoire deux bâtiments. Le bâtiment, entre autres, de Moche Communauté, le siège de Moche Communauté, et puis le bâtiment du Grand Cycle de l'eau, situé au nord de la ville de Beaupro. Et puis, il y avait un projet de borne de recharge également sur le parking où se situaient les ombrières. Ensuite, deuxième étape, hein, on regarde individuellement chaque consommateur ce qu'il consomme et puis chaque producteur ce qu'il produit ou on va étudier ce qu'il va produire si là les ombrières n'étaient pas encore en place. Donc, on a hop, voilà. On a ce parking. On avait donc la possibilité donc il y a un changement, hein, au niveau des places de parking qui va avoir lieu, puisqu'il y a tout un changement sur cet espace-là de voirie, hein, qui va être refait. Et on avait vu qu'il était possible d'avoir 3 ombrières euh, qui est possible d'être installé. En sachant qu'il a été vite abandonné, enfin mis en suspens, on va dire, parce que c'est pas abandonné, l'ombrière nord, puisqu'il y a des questionnements sur éventuellement construire un bâtiment ici. Donc, pour le moment, il préférait ne pas étudier cette partie de l'ombrière. Hop. Et ces 2 ombrières, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Buisson, on les a mis en est-ouest.
Donc, c'est-à-dire qu'on a une ombrière qui est orientée sud, hop, plein ouest, et une ombrière plein est. L'avantage de ça, c'est, comme ça a été dit, c'est d'éviter un petit peu le pic de midi. Avant, quand on était en injection en totalité, ce qu'on cherchait, c'était le rendement, enfin, la production maximale. Vu qu'on ne souhaitait pas la corréler à une consommation, c'était intérêt. On, on cherchait à produire le maximum. Sur un raccordement en autoconsommation individuelle, ben, on va essayer de la faire correspondre le plus possible à notre consommation. Et la consommation, ben, on a souvent des consommations assez tôt le matin et puis assez tard le soir. Donc, on préfère ben, diminuer très légèrement le pic de midi pour pouvoir, sur une partie de la production, favoriser le matin et dès le premier rayon de soleil, commencer à produire et cette ombrière-ci, pardon, commencera directement à produire alors que celle-ci ne produira peut-être pas encore puisqu'elle sera située dans l'ombre et puis vice-versa pour le soir. Et en plus, étant donné que ce sont des ombrières avec des véhicules dessous, si on les mettait dans le même sens, il y aurait un risque d'ombrage l'une sur l'autre. Alors que de les mettre en est-ouest, ça permet d'éviter les ombres portées l'une sur l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur cette hypothèse-là. Ça nous a permis de voir que ces deux ombrières, on allait pouvoir mettre quasiment donc 100 kW crête de panneaux solaires photovoltaïques sur ces deux ombrières pour une production de 95 mégawattheures. Donc, c'est quelque chose d'assez faible, mais c'est compte tenu de l'Est-Ouest. Et puis en plus d'une pente qui est assez faible, on a une production qui est assez faible, hein. Donc, on parle de kilowattheure par kilowatt crête. Excusez-moi pour les termes un peu barbares, hein, mais en gros, ici, dans nos régions, on peut par kilowatt crête installé, estimer qu'on arrive à 1200 kWh, c'est-à-dire 1 kilowatt crête sur notre toit nous permettrait d'avoir 1200 kWh sur une année. Et on voit qu'ici, on est plus proche des 1000 kWh que des 1200. Mais parce que nous ne sommes pas plein sud. Donc, on a une perte de à peu près 20% de l'énergie. Après, compte tenu également, faut bien comprendre que quand on est au sol, on fait ce qu'on veut. Mais là, on a des places de parking, on a des voiries. Quand on est sur un toit, on est dépendant de la pente du toit, de l'orientation du toit. Donc, des fois, on n'a pas le choix que de suivre ce qui est en place aujourd'hui. Et puis, on comprend bien que on va produire beaucoup plus en été que en hiver, hein. C'est ce qui avait été abordé tout à l'heure. Euh, il y a quand même un facteur presque un facteur de fois 10 quasiment entre les deux, hein. Donc, c'est assez impactant qu'il va falloir prendre en compte également dans l'étude pour voir comment on corrode cela. Ensuite, vers quoi on va raccorder cette production? La première idée était de se dire, on va l'injecter dans le siège de Moche Communauté. C'est un bâtiment tertiaire, il y a des besoins en énergie à l'intérieur, autant les couvrir. Le problème, c'est qu'on était ici sur un raccordement qui était ce qu'on appelle les tarifs bleus. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est l'équivalent des tarifs entre guillemets particuliers encore, hein. C'est pas des tarifs qu'on appelle jaunes où là, on va être sur des tarifs plus professionnels.
La limite entre ces deux tarifs, c'est 36 kW crête. Enfin, 36 kVA, pardon, kilowatts. Et nous avons 100 kW crête. Si on avait raccordé nos ombrières sur le bâtiment, ça aurait imposé au bâtiment de changer de forfait pour passer sur un forfait professionnel. Donc, un impact assez dur sur le prix de l'abonnement du bâtiment. Alors que il y a le projet de mettre des bornes de recharge sur le parking pour, entre autres, recharger les véhicules de fonction de Moche Communauté, puisque leur flotte est passée en électrique. Et du coup, on avait le projet d'avoir 5 bornes de recharge avec chacune 20 kilowatts de puissance. Donc, on savait très bien qu'on allait être sur un forfait professionnel ici. Donc, il valait mieux se brancher directement sur les bornes de recharge, mettre directement la production sur les bornes de recharge et l'utiliser en priorité pour charger les véhicules. Les bornes de recharge n'étant pas encore en place, il a fallu faire une estimation, en tout cas une hypothèse de consommation. On est parti sur 3 véhicules en charge. Un premier véhicule ici qui se charge, un deuxième véhicule ici qui se charge dans la foulée, et un troisième qui vient au milieu pour essayer de piloter au mieux par rapport à, bien sûr, la courbe d'ensoleillement que l'on aura. Ça, c'est ce qu'on appelle également le pilotage de l'énergie ou la flexibilité, pouvoir faire en sorte de faire correspondre nos consommations avec la production. Donc, dans cette étude, on a vu que en prenant cette hypothèse, on aurait une consommation donc de 60 mégawattheures par an. Et puis, on l'a fait correspondre à l'étude de production qu'on avait juste avant. Donc, ça a permis de voir un petit peu sur l'ensemble de la production combien on allait pouvoir consommer. Alors, on voit qu'on avait tout à l'heure 60 mégawattheures de consommation. Et puis, on peut pas, on voit qu'on ne consomme pas tout. On ne va pas pouvoir tout couvrir. Puisqu'il y a des moments dans l'année où on ne produira pas assez et d'autres où on produira plus. On le voit très bien justement sur les diagrammes lorsque là on est ici en hiver, on prend la consommation, on la corrèle à la production et la production en hiver va être trop faible par rapport à la consommation. On pourra couvrir 47% de nos besoins en consommation. Et ces 47% vont correspondre à 70% de l'énergie qui est produite. Le restant, ici, sera du surplus et sera éventuellement revendu alors, sur une boucle d'autoconsommation collective ou au fournisseur final. Et puis, à l'inverse, en été, on va avoir beaucoup trop d'énergie et puis il va falloir faire quelque chose de cette énergie. Une fois qu'on a fait ces différentes études individuelles, on va passer sur la partie collective. Comment, qu'est-ce qu'on va faire de ces surplus d'énergie que l'on avait tout à l'heure, qui correspond. Là, ce qu'on a en jaune, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure qui dépassait de la courbe orange. C'est ce qui va arriver sur le réseau. C'est ce qu'on pourrait, si on ne faisait pas de boucle d'autoconsommation collective, revendre à à un fournisseur d'énergie. Mais est-ce qu'on n'a pas un meilleur moyen de la valoriser? Donc, les 2 bâtiments que je vous disais tout à l'heure, donc le siège de Moche Communauté et le bâtiment le grand cycle de l'eau ont des consommations. On a été les chercher au pas de 30 minutes aussi. Donc, c'est Enedis qui a ces données. Donc, on va les chercher chez Enedis. Et puis, on vient les faire correspondre
à ce que l'on estime qui va aller sur le réseau pour voir un petit peu comment va se comporter notre boucle d'autoconsommation collective. Et dans ce cadre-là, ben, tout à l'heure, on avait tout ça qui était en jaune. Et ben, on va pouvoir avoir une part, donc 27% de nos surplus, qui va être couvert par la production. Enfin, qui va être consommé, pardon, excusez-moi, qui va être consommé par les bâtiments et du coup, qui va améliorer le taux d'autoconsommation. Et puis, à l'inverse, ben, les bâtiments, eux, vont pouvoir bénéficier d'une part d'énergie. On va couvrir 28% de leur consommation grâce à ces deux ombrières, au surplus de production de ces deux ombrières. Mais ces 28%, c'est la moyenne annuelle. Et on voit très bien que ben, en été, on aura un facteur qui sera plus proche des 5%. Et par contre, en hiver, on n'aura quasiment rien qui sera couvert puisque ben, il y aura très peu d'électrons qui partiront sur le réseau. Donc, les perspectives maintenant, ben, c'est de se dire, ben, je vous parlais tout à l'heure qu'on pouvait installer jusqu'à 3 mégawatts crête. Là, on met que 100 kilos. Donc, ben, il nous reste quand même 96% de capacité de production sur cette boucle. On pourrait ajouter des ombrières, entre autres ben, l'ombrière nord que je vous ai dit qui était en suspens. Il y a un projet aussi de mettre des bornes de recharge pour les véhicules pour Monsieur Tout le Monde, hein, toute personne qui voudrait recharger leur véhicule avec un système de carte comme ça se fait dans certaines communes. Peut-être qu'on peut mettre ces bornes de recharge également sur le, sur la boucle d'autoconsommation collective. Et puis, bah, quand on regarde le territoire, on voit que bah, on a ici une zone industrielle dans laquelle il y a des industriels qui seraient peut-être intéressés pour consommer, mais aussi peut-être pour produire une partie et venir soutenir et aider, produire un peu plus et fournir un peu plus d'énergie. Et puis, bah, on a cette grande zone pavillonnaire qui est au milieu. Ah, pardon, hop, voilà, qui est au milieu et qui nous permettrait également de couvrir une partie du restant que l'on a en trop sur la boucle. Alors, il faut bien comprendre que là, on n'avait que des bâtiments tertiaires. C'est-à-dire que c'est des bâtiments qui ne consomment quasiment pas le week-end. Et la force dans une boucle d'autoconsommation, c'est la diversité de profils, que ce soit industriel, commerce, les bâtiments d'habitation, puisque, bah, par exemple, des personnes qui travaillent ne seront pas là pendant la journée, ils seront à leur travail, donc les consommations dans le bâtiment seront relativement faibles. Euh, et les industriels, eux, auront des besoins pendant ce moment-là, les bâtiments tertiaires également. Mais par exemple, le week-end, à l'inverse, ben, les bâtiments tertiaires et industriels n'ont pas de besoin, enfin, ou très peu, et du coup, la zone pavillonnaire prendrait le relais sur les consommations et nous permettrait de mieux équilibrer les consommations et l'aspect consommation-production de la boucle d'autoconsommation collective. Une fois qu'on a fait ça, bah, il y a un petit go-no-go quand même pour dire bah, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et puis après, bah, on lance l'opération d'autoconsommation collective. Alors, le plus souvent, bah, ce qui va déterminer un peu le rythme, bah, c'est l'installation du premier site de production, puisque pour pouvoir lancer une boucle d'autoconsommation collective, il faut au moins un producteur et un consommateur, hein, sinon ça marche pas. Mais on n'est pas obligé d'attendre que le producteur soit raccordé pour commencer les démarches de conventionner avec Enedis pour la PMO et puis bah, de commencer à recenser les participants. Puisque Enedis nous demande un délai de 2 mois pour pouvoir faire des tests de communication. En quelque sorte, c'est vérifier qu'on récupère bien les données, que tout est bien raccordé au niveau des informations, que tout est clair.
et on peut faire toutes ces démarches en attendant, pendant le moment où on a la demande de raccordement qui nous prend 3 mois. Il faut encore à peu près 6 mois pour pouvoir avoir le raccordement. Il y a un délai aussi actuellement avec les installateurs pour pouvoir qu'ils puissent venir nous faire l'installation. Donc, on peut déjà commencer de rassembler nos futurs consommateurs. Et puis, un coup qu'on a raccordé, on va dire à Enedis, je souhaite que la boucle d'autoconsommation collective se lance avec un délai minimal. Il faut leur laisser 15 jours, faut laisser 15 jours à Enedis au minimum, pardon. Mais on peut très bien dire, on la démarre dans un mois, au premier du mois prochain. Il n'y a pas de souci pour pouvoir après passer directement donc en exploitation et commencer la vie de la boucle d'autoconsommation. Pendant cette phase d'exploitation, faut bien comprendre que c'est quelque chose de vivant. On peut rajouter encore des producteurs, on peut rajouter des consommateurs. J'aime bien dire toujours, il faut planter une première graine au début, donc avoir le premier producteur et le premier consommateur, et puis après en greffer d'autres éventuellement au fur et à mesure. Souvent, le fait d'avoir ce premier démonstrateur va permettre de convaincre certains de commencer à venir adhérer à la boucle d'autoconsommation. Voilà pour ma part. Je vais arrêter peut-être le partage et puis on va pouvoir passer aux questions. Où je vais laisser la main peut-être à la salle. Voilà. Donc, merci beaucoup. Jean-Claude, tu as peut-être une première question à poser. Euh, oui. Une question effectivement que je me posais là, enfin, mais c'est un peu général quand même. Un des grands arguments qui m'est un peu défavorable aux énergies renouvelables en général et aux photovoltaïques en particulier, c'est l'impact sur le réseau. Donc le fait que d'avoir une myriade de producteurs et de consommateurs, enfin surtout de producteurs d'ailleurs, disséminés réseau et donc assez important par rapport à un modèle centralisé où il y a des grosses centrales qui délivrent leur électricité. Et je me demandais si l'autoconsommation, est-ce qu'elle est un moyen éventuellement de minorer l'impact sur le réseau avec ce type de modèle, une fois que l'autoconsommation, bien sûr, reprend une certaine ampleur. Je pense que pour l'instant, ça va être encore assez limité, mais, mais si ça prend de l'ampleur, est-ce que ça aura un impact sur la gestion du réseau électrique? Alors, aujourd'hui, on n'a pas de chiffres encore vraiment définis par rapport à ça, mais je vais vous donner mon point de vue. Ça n'appartient qu'à moi. Mais oui, pour moi, je le pense. Parce qu'aujourd'hui, le réseau, déjà, historiquement, il a été conçu pour être descendant. Comme vous l'avez très bien dit, des organes de production centralisés et puis, on vient descendre comme un arbre à l'envers jusqu'au consommateur, ce qui demande s'il y a un gros consommateur sur une branche, de renforcer toute la chaîne. Si tout en bas de cette branche, vous mettez un producteur, vous comprenez que l'énergie, elle va pas remonter sur les lignes moyenne tension, haute tension, etc. Elle va soutenir le réseau pour pouvoir éviter de devoir mettre des câbles énormes juste pour alimenter ce consommateur.
Donc oui, pour moi, tout ce qui est photovoltaïque, entre autres, va permettre d'éviter des fois des renforcements de réseaux sur les réseaux assez faibles. Surtout, on le voit très bien, c'est des fois, il y a certaines personnes qui sont en bout de chaîne et qui ont des fois leur disjoncteur qui saute parce que justement, on a le 50 Hertz qui se décale et qui va descendre. Je vais exagérer volontairement, hein, il descend pas si bas, mais qui va descendre à 49 Hertz. Et du coup, ça peut créer des fois des impacts au niveau courant tension et qui va faire la disjonction. Si vous produisez, vous allez pouvoir soutenir. Et en plus, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Enedis, sur des très grosses installations, pas les petites qu'on a sur nos toits, mais peut nous demander de piloter, de réinjecter ce qu'on appelle l'énergie réactive pour pouvoir justement, qui permet de soutenir le réseau et de soutenir la fréquence du réseau. Quand je disais baisser la fréquence, c'est quelques pouillèmes de pourcent, hein, qu'on soit bien d'accord. Je l'ai bien dit, je vais exagérer en disant 49, hein, mais en effet, cette fréquence est relativement stable et c'est, comme vous l'avez très bien dit, l'ensemble du réseau européen est interconnecté et vaut mieux pas que ça bouge. Mais il y a des très légères variations et il y a des chutes de tension également qui interviennent. Par rapport à ce que vous dites, dans un sens, je suis d'accord avec vous. Bien sûr, si on devait être à l'est, ben, on devrait les mettre beaucoup plus enfin, à la verticale. Mais il faut tenir compte de ce que l'on a. On va vouloir mettre des véhicules. L'intérêt, enfin, excusez-moi, mais on, on installe des panneaux solaires photovoltaïques. Pour moi, en priorité, il faut bien comprendre, ben, c'est l'utilité de ce qu'il y a dessous. Installer des panneaux solaires photovoltaïques sur des terres agricoles, hors de question. De mettre des panneaux solaires là, vous voyez comment ce que je gare des véhicules avec comment est-ce que je fais rentrer des véhicules avec des panneaux qui vont être à la verticale. Donc là, et les vitrages des panneaux solaires sont prévus dans tous les cas pour pouvoir, alors sous une certaine tolérance, bien sûr, hein, sont anti-reflet. Donc, bien sûr, l'idéal dans nos latitudes, enfin, ça serait 60 degrés pour optimiser en hiver. Euh, L'optimal à l'année, il est situé à 35 degrés. L'optimal en été, oui, il est situé autour des 15, j'ai plus en tête. Mais on fait avec ce qu'on a. Et là, l'idée, c'est quand même de garder le parking fonctionnel. Et si vous mettez des panneaux à la verticale, vous ne gardez pas la fonction primaire qui est d'avoir un parking qui sert au stationnement des véhicules. Donc voilà, pardon, hein, mais on fait avec ce qu'on a. Il faut absolument prendre le micro pour. Peut-être une intervention dans la salle. Je vais passer la parole à une personne qui souhaite intervenir dans la salle. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ce que je voulais ajouter, en fait, c'est qu'il y a aussi des contraintes d'urbanisme, d'acceptabilité, et en fait, on ne peut pas faire que en raisonnant sur la physique. Il y a aussi, enfin voilà, ce que je viens de dire, des contraintes d'urbanisme et d'acceptabilité, et en fait, il faut que ça s'intègre dans un paysage, et ça, c'est à tenir compte également.
Oui, alors c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Je pense il y a deux mondes qui s'affrontent là, un monde effectivement très centralisé avec consommer, 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 on arrivera toujours à produire. Ça, c'est le monde, on va dire, organisé autour du nucléaire. Et ça donne des aberrations du style, ma mère qui est seule chez elle, qui a du mal à se mouvoir, a un chauffe-eau électrique de 300 litres. Et un chauffage électrique, enfin, tout est électrique. Et ça résulte effectivement de ce raisonnement où ben, la France a fonctionné comme ça. Bon, maintenant, on est avec une attitude qui est différente, une attitude de rationalisation, donc avec en premier une volonté effectivement d'être économe et sobre. Donc ça, fondamentalement, il faut le travailler. Une deuxième volonté, c'est l'optimisation donc de la consommation. Donc bah, ça s'organise autour de l'isolation des bâtiments quand il y a du chauffage électrique. Et puis le troisième axe, c'est la flexibilité. Et ça a été très bien montré tout à l'heure par Jean-Yves Busson. Euh, Actuellement, on ne raisonne que, enfin, quand on parle d'électricité, on va raisonner essentiellement en euros, consommer plutôt la nuit, voire consommer beaucoup la nuit parce que c'est moins cher. Ben non, il faut arrêter ça, quoi. Il faut consommer quand il y a du soleil ou quand il y a du vent. Et à partir de là, ben effectivement, si on déplace la machine à laver le linge, par exemple, et qu'on la met à fonctionner quand il y a du soleil, ça produit un double effet. Il y a l'effet déjà que on maîtrise la consommation, l'usage, et puis le deuxième effet, c'est effectivement une forme d'effacement donc l'effacement qui va positionner les pointes d'utilisation, enfin, ou des pointes d'utilisation, là où il y a vraiment une production. Mais je pense qu'il faut pas, il faut, enfin, à partir du moment où on est convaincu qu'il faut être sobre et économe, je crois qu'il faut arrêter de s'affronter sur l'efficacité ou pas des solutions, on va dire, locales. Je ne crois pas que ce soit le vrai combat à mener. Je crois que le vrai combat à mener, c'est comment on s'approprie la consommation, comment on est capable finalement de connaître soi-même sa consommation et à partir du moment où on la connaît. Et là, je pense que la présentation sur les petits kits d'autoconsommation, là, c'est extrêmement vertueux par cet effet-là. Je pense que les gens qui installent eux-mêmes ce genre d'équipement, très probablement qu'ils arrivent très vite à des économies très significatives, très probablement autour de 30 ou 50% de leur consommation. Et c'est ça qui est fondamentalement efficace. Après, l'orientation des panneaux, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un combat quand même, un combat essentiel à mener. Enfin voilà, en quelques mots, même si c'est un peu long, le vrai combat qu'on cherche à mener, nous. Je vous rejoins tout à fait sur les problèmes de répartition, en particulier le fait qu'on soit dans une électrification essentiellement nucléaire, que l'électricité nucléaire coûte le même prix que la centrale soit en production ou à l'arrêt. Le coût de la centrale est la même. Donc EDF a poussé à ce qu'on consomme la nuit, parce que cette électricité, c'était un problème pour eux, ils en avaient trop. Tous les barrages qu'on a en France, les SIAP, ont été dimensionnés par rapport au déphasage jour-nuit de la production nucléaire. Donc effectivement, si on veut sortir du nucléaire, faut changer complètement de mode de raisonnement. Et je crois malheureusement que l'orientation des panneaux solaires, c'est pas peanuts, c'est un rapport 4 sur l'hiver. Et c'est pas des trucs que j'ai calculés, c'est des trucs que j'ai mesurés parce que moi, je vis en autonomie depuis une trentaine d'années. Je travaille avec des panneaux solaires, des instruments de mesure dans tous les coins. J'ai plusieurs installations de différents types. Je teste moi-même le matériel, je teste les installations. Bon, une chose aussi qui est très souvent laissée sous-entendre, c'est-à-dire que, ben oui, si vous avez une installation en, en photovoltaïque raccordée, s'il y a une panne d'électricité, pas de problème. Bah si, problème, parce que le convertisseur fonctionne à partir du réseau secteur qui donne le temps d'horloge du convertisseur pour qu'il soit synchrone justement sur le 50 Hz. Or, quand vous êtes en autonomie, donc pas pour ce type de convertisseur, pas de réseau présent, pas de fonctionnement du convertisseur, puisque c'est le réseau qui le commande. Par contre, quand vous êtes en autonomie, là, c'est différent. Nos convertisseurs ont leur propre synchronisateur 50 Hz, mais vous ne pouvez pas le coupler au réseau parce que sinon, ça saute.
Alors, Donc je me là, permets on va je me prendre des per- questions de personnes qui se manifestent, à moins que Cédric ait une réponse à apporter déjà à ce euh, premier échange. juste, si je peux me permettre, par rapport à l'onduleur, il y a enfin, ce que vous appelez le convertisseur, hein, mais qui est un onduleur. En effet, il se raccorde aux 50 Hz, mais s'il se découple en cas de coupure de courant, vous avez tout à fait raison, et il faut le dire, parce qu'en effet, il y en a qui se disent, oui, j'ai des panneaux solaires, ça veut dire que quand j'ai une coupure de courant, j'aurai du courant. C'est vrai, enfin c'est faux, il faut le dire, mais par contre, juste par rapport à ça, la raison s'il se découple, c'est une raison de sécurité. C'est une norme pour éviter que, bah, si c'est une coupure parce qu'il y a un technicien qui a coupé le courant parce qu'il intervient sur la ligne, éviter que, bah, il y ait un producteur qui continue de produire de l'électricité et d'injecter des électrons sur la ligne, hein. Enfin, qu'on soit bien d'accord. Et en effet, bah, d'être en autonomie, c'est une chose. Là, moi, ce que j'ai présenté au niveau de l'autoconsommation collective, c'est de se soutenir les uns les autres. Ce n'est pas d'être isolé. Donc, c'est deux choses bien différentes. Je respecte complètement les personnes qui veulent être en autonomie, mais ça impose d'avoir un parc batterie qu'il faut renouveler tous les 10 ans à peu près. Ça dépend des technologies et de la façon dont vous allez bah, entretenir vos batteries. Donc, c'est tout cet impact-là qu'il faut bien prendre en compte également par rapport à l'autonomie. Moi, personnellement, je suis moyennement favorable à l'autonomie, sauf dans certains cas. Je préfère me dire, ben, ensemble, on est plus fort, et puis produisons. Et puis peut-être que, alors aujourd'hui, avec 3 mégawatts crête, on peut pas faire rentrer des éoliennes, enfin des grosses éoliennes, mais au moins des petites. On peut mettre, donc, qui va produire la nuit. On va pouvoir avoir du solaire sur les toitures. On va pouvoir avoir éventuellement du pico hydraulique. Et tout ça va produire à des moments différents. Et en fonction de moi, si je suis chez moi, est-ce que j'ai besoin de cette énergie ou est-ce que l'artisan qui est un ébéniste qui va avoir besoin de l'énergie pendant que moi je suis pas là, bah, il va pouvoir profiter de mon énergie et couvrir une partie de ses besoins parce que lui, il a des panneaux solaires sur son toit et il ne pourra pas ben, fournir suffisamment d'énergie pour faire tourner ses machines et vice-versa. Le week-end, ben, il me fournira de l'énergie parce que oui, moi je suis en chauffage électrique, désolé, j'ai pas fait ce choix, mais mon habitation est en chauffage électrique et voilà. Voilà, je laisse la parole. J'avais une première question, mais je vais passer tout de suite à la deuxième question qui rejoint un peu la discussion que vous venez d'avoir. Est-ce que la fonction réversible de certains constructeurs automobiles comme Renault, hein, notamment sur la future R5, pourrait être une solution à l'écrêtage de la production de midi? Alors, en effet, on commence à voir parce que plutôt que d'avoir un parc batterie chez soi, ben, on sait que de plus en plus de véhicules électriques vont arriver dans les habitations. Et ben, un véhicule électrique, c'est une énorme batterie quand même, hein. Il y a de quoi mettre beaucoup d'énergie à l'intérieur. Et ben, il y a des possibilités de brancher sa voiture en arrivant et de charger s'il y a trop d'énergie et de décharger la nuit éventuellement pour fournir avec la batterie du véhicule en ayant certaines sécurités hein, pour quand même repartir au boulot le lendemain ou des choses comme ça, hein, qu'on rassure tout le monde. Euh, et par rapport à l'écrêtage si on parle de solaire, moi je travaille avec Énergie en Pays de Vilaine qui a un projet qui s'appelle ELF et alors ELF pas comme le pétrolier, hein. C'est pour expérimentons localement la flexibilité énergétique. Donc où ils ont des parcs éoliens et des parcs solaires et ils sont en train d'essayer d'expérimenter, de pouvoir piloter des machines à laver, des bornes de recharge,
des chauffages, j'ai oublié le dernier, il y a un quatrième catégorie, mais des appareillages en fonction de la production de leur parc, de leur territoire. Donc, il y a des expérimentations comme ça pour essayer, en effet, de déclencher des choses ou retarder des consommations. Mais alors, parce que je préfère l'anticiper, ça impose toujours, bien sûr, d'être dans la sobriété. C'est le premier volet. Oui. Avant de produire, il a été montré tout à l'heure le petit diagramme négawatt. Il faut d'abord de la sobriété. Et c'est le premier mot qu'on doit dire avant même de se dire je produis. Et les kits tels qu'on a vu tout à l'heure sont super parce que ils permettent justement de mieux comprendre sa consommation et puis de voir sa consommation qu'on appelle fantôme. Donc, c'est tous les appareillages qui restent en veille, votre box Internet, tout ça, qui vous fait un talon de consommation et déjà de faire cette chasse à tout ça parce que c'est pas de l'énergie, c'est de l'énergie qui est consommée et qui ne sert à rien, entre guillemets. Donc, ces petits kits nous permettent déjà d'avoir une visu et de mieux comprendre comment est-ce que je peux décaler certaines choses pour les faire correspondre à ma production. Éventuellement, oui, c'est Jean-Yves là, Et- ajouter un point par rapport à l'écrêtage. Il y a un complément que moi, je n'avais pas pris à ces kits et que je vais prendre là maintenant au fil de l'expérience. Et il est valable quand on a un ballon électrique, un ballon d'eau chaude sanitaire électrique. Alors, pas tous d'ailleurs. Et c'est ce qu'ils appellent un routeur photovoltaïque qui, en fait, va orienter prioritairement l'excès par rapport au talon dont on parlait tout à l'heure, l'excès de production, hein, à la mi-journée notamment, vers ce ballon qui va fonctionner du coup comme une batterie thermique quelque part. Et qui a alors c'est pas très coûteux et c'est assez vite rentabilisé. Ça permet d'augmenter notablement le taux d'autoconsommation de l'installation en fait, hein. Et puis, je voulais rajouter un point par rapport au débat tout à l'heure sur le fait des coupures de courant, et notamment des coupures de réseau, parce que beaucoup de gens se posent la question par rapport à des coupures longues qu'il peut y avoir suite à des intempéries maintenant, des accidents météo et autres. Euh, il y a apparemment une solution qui permet quand même de garder un peu d'électricité grâce à ces panneaux quand on a, par exemple, des volets roulants ou une sauvegarde de congélateur. Il y a des accus qui sont là, utilisés par n'importe qui, hein, il n'y a pas besoin d'avoir de photovoltaïque pour ça, et qui permettent justement d'avoir quelques heures de, d'autonomie pour les sauvegardes d'urgence. Eh bien, quand c'est couplé à des panneaux photovoltaïques de ce type-là, alors peut-être ceux en contrat, je ne sais pas, mais au moins ces petits kits là qui sont directement sur le réseau de la maison, euh, l'indication qui va être envoyée par par les accus, par la batterie, permet au panneau de fonctionner et de recharger ses accus. Et donc, on va garder une autonomie beaucoup plus longue que le voisin qui n'aurait que la batterie, quoi, en fait. Donc, c'est un aspect intéressant à prendre en compte aussi. C'est qu'on peut continuer sur une semaine, par exemple, on peut continuer à recharger et avoir une forme d'autonomie grâce à ça. Oui, il y a des appareils, des onduleurs qui existent aujourd'hui qui permettent de couper pour éviter de réinjecter. Comme je disais, c'est qu'une sécurité, qui permet de couper pour éviter d'être sûr qu'il n'y ait aucun électron qui soit renvoyé sur le réseau s'il n'y a pas de réseau. Et du coup, qui vous permettent d'être en autarcie s'il y a une coupure de courant. Mais ça demande des batteries, ça vous demande un kit complet avec des batteries, quoi. Est-ce que L'autre Fabienne, question est... est-ce que Pardon. Fabienne Sérignac peut poser sa question maintenant? Elle Oui. est prête? J'avais une dernière question par rapport au PMO. Sur la partie financière, la PMO, c'est une entreprise comme une autre, ça veut dire que c'est elle qui va réclamer l'argent aux adhérents consommateurs?
comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, à partir du moment où s'il n'y a pas, si à l'intérieur de la boucle, l'énergie est donnée, hein, est gratuite, bah, il n'y aura pas de flux financier. S'il y a un seul producteur, le producteur peut directement facturer ses consommateurs. Il n'est pas obligé de passer par la PMO. La PMO, enfin, la facturation par la PMO, c'est plus un service parce que bah, vous comprenez qu'il peut y avoir une centaine de Ouais, consommateurs. d'accord. Ouais, je comprends. Donc, et si en face il y a 4 producteurs, bah, ça veut dire 400 factures en tout, quoi. Alors que bah, vaut mieux en faire que 104, quoi. C'est c'est D'accord. plus ça. Ok. C'est plus comme ça qu'il faut le voir, comme un élément de centralisation des flux financiers dans ce cas. D'accord. Ok. Et s'il n'y a pas de flux financier, une association suffit. Oui. Ok. Alors, Fabienne Sérignac, êtes-vous en ligne? Apparemment non. Non. Bon, on peut passer à une autre question. Une question de Monsieur Le Courbe. Enfin, je pense que c'est pendant la discussion sur l'inclinaison des panneaux là, dans ce cas, quel serait l'intérêt des trackers? Euh, les trackers étant des systèmes qui permettent d'orienter les panneaux. Mais enfin, je ne vois guère ça sur des toitures. Je pense que c'est réservé aux centrales au sol. Ouais. Alors, je peux vous donner mon avis par rapport au tracker, hein, c'est que l'avantage du photovoltaïque, c'est que ça demande très peu de maintenance. Il n'y a pas de pièce en mouvement. C'est pas comme l'éolien où à partir du moment où il y a une pièce en mouvement, il y a de l'usure ou donc ça demande de la maintenance, etc. En mettant en place des trackers, vous allez optimiser en effet tout le temps. C'est-à-dire que le panneau sera toujours optimisé par rapport au rayon. Donc il existe des trackers bi-axe donc qui sont capables de s'orienter, que ce soit en termes sur la journée, mais aussi saisonnalement, quoi, on va dire. Hein, enfin, donc d'aller chercher le soleil au mieux. Il y en a qui sont juste mono-axe, hein, mais ça va demander des pièces en mouvement, ça va demander de la maintenance supplémentaire. Ouais, moi je suis assez partagé par rapport à ça, par rapport, voilà. Bien, Gérard, là, je reprends un petit peu la parole là-dessus. Donc, le tracker présente effectivement un grand intérêt en quantité d'énergie reçue l'été. Par contre, en hiver, un capteur fixe est amplement suffisant. Par contre, je rejoins effectivement le fait que ça demande de la maintenance et qu'il y a des pièces en mouvement. Je voudrais aussi réagir par rapport à la personne qui posait la question sur les batteries de voiture tout à l'heure. Grosse batterie pour une voiture, oui, par rapport à la capacité du réseau et aux besoins et à la nécessité de stockage du réseau, c'est vraiment peanuts. Même en mettant toutes les voitures, même en mettant, on n'arriverait jamais à faire du stockage intersaisonnier, par exemple. Ça serait Ah non, vraiment, on ne passera pas. non, c'est Ce qui ne veut pas c'est dire que la ça n'a nuit. pas d'utilité, hein. Ça peut avoir une utilité, mais certainement pas pour du stockage de longue durée, pour du stockage d'une journée, d'une semaine éventuellement, pas au-delà. Ouais, c'est la nuit, hein, c'est pour pouvoir passer Ah non, la c'est juste, journée. oui, c'est juste pour écréter entre le jour et la nuit, hein. C'est Mm. un des moyens de flexibilité, mais c'est pas le seul. Je pense que personne n'a dit que ça allait être sur des périodes saisonnières. Enfin, c'est effectivement à court terme. Ah oui, 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 oui. Il y a une question dans la salle. Pour revenir au stockage batterie, si je trouve ça intéressant parce que si on a un surplus de photovoltaïque dans la journée, on peut la mettre dans la batterie et on restitue une partie dans la nuit pour l'éclairage, pour tout ça. Donc, ça me semble assez intéressant. C'est une histoire De de répondre coût, hein. directement. Oui. Je suis tout à fait de ton avis, c'est intéressant. Par contre, dans le cas d'une installation connectée au réseau, ça nécessite de faire une double installation ou de prendre d'énormes précautions
parce que les convertisseurs autonomes, donc avec leur générateur de 50 Hz interne, ne peuvent pas supporter un retour de 230 volts par l'extérieur, ça les fait cramer. Donc, ça nécessite une double installation. Mais effectivement, c'est une solution qui me paraît très intéressante. Si je peux me permettre de réagir à nouveau, il y a des onduleurs hein, qui vont gérer des parcs batteries et votre solaire. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bien sûr laisser le courant s'il y a des besoins dans la maison en priorité. En deuxième recours, il va le stocker. Par rapport aux batteries, la seule chose, c'est que ben, le prix de votre installation photovoltaïque, vous le doublez parce que c'est quasiment le prix des panneaux solaires photovoltaïques plus onduleurs quoi, en termes de batterie. Enfin, une batterie coûte assez cher et puis une durée de vie aujourd'hui est autour des 10 ans. Voilà, puis ça demande de la maintenance un petit peu. Ah, Donc, c'est pour ça que je parlais par rapport aux voitures, parce que si dans la voiture, on a déjà acheté la batterie. oui, c'est l'avantage de la batterie. J'avais cru comprendre que c'était, on parlait de batterie stationnaire là, donc c'est pour ça. Ah On oui, n'avait d'accord. pas. Non, là, je parlais vraiment de double utilisation Faut-il Ouais. encore que la voiture, enfin que la voiture soit conçue pour pouvoir faire le double échange, quoi. Et d'avoir la borne de recharge qui le puisse aussi. C'est Oui, le oui, cas. oui, C'est oui. Oui, il c'est risque le cas d'avoir chez des mon frère. surprises. Il risque d'avoir des petites surprises aussi. Puis pour pouvoir piloter, ça demande un petit pilotage de pouvoir envoyer, demander au chargeur. Alors si vous avez il y a les marques d'onduleurs qui aujourd'hui font des chargeurs. Là, c'est un peu comme aujourd'hui, on voit Apple, si vous avez l'iPhone et puis le PC, ça communique entre eux tout seul, vous avez quasiment rien à faire. C'est un peu le même principe. Si vous prenez un chargeur de la marque de votre onduleur, ils vont communiquer ensemble, ils vont pouvoir se dire, tiens, vas-y, mets en recharge la batterie ou envoie-moi de l'énergie. Mais si vous prenez deux choses de deux marques différentes, ça risque d'être un peu plus compliqué, quoi. Et aujourd'hui, tous les chargeurs de véhicules électriques ne sont pas bidirectionnels aussi. Ça commence de plus en plus, mais hélas, mon frère a fait une recherche il y a 3 4 ans, et il y a 3 4 ans, il y avait un fabricant espagnol qui faisait après sur des choses plus professionnelles, oui, mais pour les particuliers, quoi. Oui, pour l'instant, pour la Renault 5, ça sera juste une option hein, en plus. Hein. Donc il y a des gens qui risquent d'acheter des Renault 5 et dire ah tiens on va pouvoir le mettre et en fait ça sera pas possible. Hein. Une remarque dans la salle. Oui, je rejoins ce qui a été dit par Jean-Yves Thon. Donc, comme ça, de façon très pragmatique, hein, la meilleure façon de stocker de l'énergie, c'est de mettre le ballon d'eau chaude. Si on n'a qu'une petite centrale de panneaux, par exemple, il faut essayer de tout mettre sur le ballon d'eau chaude parce qu'on sait que ça consommera tout. Après, il faut peut-être essayer de dimensionner. Si on a, alors par contre, il faut attention, et il le dit bien, il faut l'équipement nécessaire pour que l'électricité aille bien à l'endroit où on veut que ça aille. Mais une fois pris cette précaution, là, je pense moi, perso, si je dois faire, j'essaierai de mettre le maximum de panneaux pour que ça alimente le ballon d'eau chaude. Alors, tant que j'ai un ballon d'eau chaude comme ça, électrique, mais un jour, je vais essayer de m'en passer, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment, si vous avez la première chose à faire, de mon point de vue, c'est vraiment ça, et c'est très efficace, ça, par contre. La première chose à faire avant de faire du photovoltaïque, c'est de Un faire peu du en solaire dehors thermique. des questions actuelles, je vois une remarque sur le chat du Zoom. Une personne pose la question d'avoir le PowerPoint. En fait, la conférence est enregistrée et elle sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube dès que possible. Donc voilà la réponse à cette question. On peut passer maintenant aux autres questions. N'oubliez pas le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire. Rendement de
entre 60 et 80%, panneaux photovoltaïques 20%. Voilà. On n'a pas, excuse-moi, Cédric, on n'a pas entendu le début de ton intervention là, Ah. sur le rendement. Je disais, par rapport, je suis tout à fait d'accord de délester dans le ballon d'eau chaude si on a un ballon d'eau chaude électrique, mais pour moi, avant même de penser à du photovoltaïque, le solaire thermique a un rendement de 60 à 80%, alors que le panneau photovoltaïque, il a un rendement de 20%. Donc, vous voyez, si c'est pour chauffer de l'eau, pensez au solaire thermique. C'est juste une petite remarque par rapport à ça. Merci. Il n'y a plus de questions, visiblement. Merci beaucoup pour ces interventions qui quand même ont été très intéressantes et profitables pour tout le monde, je pense. On a eu un peu de monde finalement, quand même, donc surtout en distanciel. Donc, ça nous encourage à poursuivre ces conférences à peu près sur un rythme mensuel, sur des sujets variés. Alors, sur le photovoltaïque, c'est sûr qu'on n'a pas épuisé tout le sujet. Il y a des thèmes qui reviennent beaucoup en force, par exemple l'agrivoltaïsme. Donc, le fait de mettre du solaire sur des terres agricole, on va le dire. Il y a un décret qui va être bientôt prononcé à ce sujet. Donc là, je pense qu'il y aura certainement un débat à avoir là-dessus. On essaiera de monter ça dans les mois qui viennent. Voilà, je remercie tout le monde, et en particulier nos deux intervenants pour leur participation à cette soirée. Et bonsoir à tout le monde alors. Bonsoir. Et bonne année. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir et Merci bonne beaucoup. année.